Lalo Schifrin, bonjour. Je voudrais savoir tout d'abord pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation aux 7e rencontres d'ensemble de violoncelles de Beauvais? Parce que c'était un défi. J'ai jamais écrit un morceau pour 32 violoncelles. J'aimais l'idée. Jamais j'ai eu l'idée d'avoir une pièce écrite pour 32 violoncelles. Alors, cette opportunité qui était offerte par la mairie de Beauvais, par l'ensemble de violoncelles de Beauvais, c'était vraiment une chose inouïe pour moi. C'était une grande opportunité, un grand défi, très dangereux, mais quand même, j'ai accepté. Est-ce que le fait que ce soit interprété par des violoncellistes de Buenos Aires, est-ce que c'était une façon de rendre hommage à votre pays d'origine? À cette époque-là, je ne savais pas qu'ils avaient de l'Argentine, non. Ça tombe bien. De toute façon, je suis très content qu'il y ait des violoncellistes argentins. Je les connais personnellement parce qu'ils appartiennent à l'orchestre. La majorité appartient à l'orchestre national, l'orchestre symphonique national, que j'ai dirigé plusieurs fois. Et alors, j'ai travaillé avec eux, cette violoncelliste-là, avant. Je suis très content de les rencontrer ici. Mais quand on pense une œuvre comme ça, on pense à la sonorité du violoncelle plutôt que qui va jouer. Très tôt, vous avez baigné dans la musique. Votre père était musicien, je crois. Donc vous êtes venu faire vos études de musique à Paris. Mon père son nom était Louis Schifrin. Et mon nom, il était le premier violon de l'orchestre philharmonique de Buenos Aires. Et mon oncle, son frère Robert Schifrin, il était le premier violoncelle. Alors, je serais très content que les deux s'ils seraient vivants maintenant et pouvoir venir ici pour écouter cette œuvre. Dans les années 50, vous avez également découvert le jazz grâce à Dizzy Gillespie. Ça s'est passé comment cette rencontre? Oui, grâce à Dizzy Gillespie, mais avant que je l'ai connu, c'est-à-dire à travers des disques. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, il y avait même avant les ans 50, quand j'étais dans l'école secondaire, j'ai découvert à travers des disques la musique de jazz. En tout cas, vous avez été musicien pour lui. Ah, mais après, je suis venu pour sortir. D'abord, je suis né à Buenos Aires. J'avais une formation classique. Mon premier professeur de piano, c'était un ami de mon père, Enrique Barenboim, le père de Daniel Barenboim. Et Daniel, il est né à Buenos Aires aussi, vous savez ça. Et en plus, j'avais une formation classique. Après, j'ai découvert le jazz, mais j'ai encore allé à l'école et j'ai allé à l'université pour poursuivre mes études d'avocat. Mais en même temps, j'ai continué mes études de composition et piano. Et j'ai commencé à jouer du jazz, mais comme amateur, jamais comme professionnel. Mais je suis venu en France pour travailler au conservatoire. J'ai travaillé avec Maître Messiaen et aussi j'ai pris des classes privées avec René Leibovitz, qui était un ami de mon professeur de composition à Buenos Aires, Juan Carlos Paz. Et c'est ici à Paris que j'ai commencé à faire une double vie. Parce que les soirs, j'ai joué du jazz au Club Saint-Germain et pendant la journée, j'allais au conservatoire. Et après, quand je suis retourné à Buenos Aires, on m'a donné l'opportunité de former une formation de jazz pour la télévision radio. Et Dizzy Gillespie est venu quelques mois après pour faire des concerts avec un orchestre formidable. Il avait Quincy Jones comme quatrième trompette. Ils étaient tous des étoiles, des grands musiciens. Et une soirée après les concerts de Dizzy, il a eu une réception et mon orchestre a joué pour lui. Et il est venu me demander, est-ce que tu as écrit tous ces arrangements? Oui.
Et il m'a écouté jouer le piano. Est-ce que tu veux venir aux États-Unis? Et je croyais qu'il plaisantait. Mais c'était vrai. Alors, une année, presque 2 ans après, j'étais avec lui parce qu'il me fallait faire les démarches avec le consulat américain à Buenos Aires pour faire les papiers, l'immigration. Ça, c'est long. Et c'est très bureaucratique. Et après, une autre chose bureaucratique, c'est le syndicat des musiciens des États-Unis, devenir membre du syndicat, avoir le permis de travail. C'est très difficile. Et ça m'a pris, après mon rencontre avec Dizzy, c'était en 1956, à la fin, j'ai commencé avec lui en 1959. Vous avez commencé à être reconnu dans le métier à partir du moment où vous avez fait de la musique de film, non? Ah non, pas encore. J'étais connu dans le métier. La première chose que j'ai écrite pour Dizzy, c'était la Gillespiana Suite, qui a vendu 1 million de disques. Et dans l'ambiance, pas le public, mais l'ambiance musicale de New York, c'est très important, j'étais connu immédiatement. Et ça s'arrêtait jamais, jusqu'à maintenant. C'est à travers de ça qu'ils m'envoyaient à Hollywood pour faire des films. C'est tout ça a commencé là-bas. Dans le monde entier, finalement, on vous connaît surtout pour le thème, je crois, de Mission Impossible. Est-ce que c'est un thème qui a été immédiatement accepté par les producteurs? Est-ce que vous pensiez que immédiatement ça allait marcher, que ça allait accrocher comme ça? Oui, je crois. Oui, je pense. J'essaie de me rappeler parce qu'il n'y avait pas d'image. Il est venu désespéré parce qu'il m'a dit que quand je ferai l'enregistrement pour... Je lui ai demandé quand est-ce que je peux avoir l'image de ce qui se passe dans le générique. Et il a dit, oh, je suis désolé, mais la compagnie qui a engagé pour faire la question visuelle pour le générique sera pas prêt pour la séance d'enregistrement. Alors j'ai vu un écran complètement vide. Mais c'est à cause de ça peut-être que j'ai eu plus de liberté. Et j'ai écrit un thème comme ça. Mais le thème plus principal le thème principal de Mission Impossible, c'est pas le générique, c'est l'autre thème, le thème de suspense. Le plot. C'est ça que... Mais du point de vue popularité, oui. L'autre, c'est... Aujourd'hui, vous avez votre propre maison de disques. C'est important pour vous? Oui, c'est ma femme qui a la maison de disques, pas moi. Je suis seulement le directeur artistique. Vous savez, le problème, c'est que j'ai au moins 3 personnalités dans la musique de film, la musique de jazz et la musique classique. Et il n'y a pas une compagnie de disques établie qui peut comprendre les 3. Ils aiment exploiter un ou l'autre aspect. Et alors j'ai décidé, pourquoi pas faire une maison de disques où est-ce que je peux exprimer tout ce que j'ai fait. Et vous avez des projets là en réédition, par exemple? Ah, mais on a déjà 14 disques, c'est compact, sortis. La maison, c'est tout à fait nouveau, c'est un an. Et on va faire, je crois, c'est presque... Ils sont en train de négocier, ma femme est en train de négocier ici en France avec une grande maison pour faire la représentation, la distribution en France. Alors, vous aurez les disques de notre maison très bientôt. Juste une dernière question, vous avez des projets là, après votre passage chez nous? Ah oui, il faut pas demander parce que je voulais... Non, oui, vous savez, Plácido Domingo a dit, je ne suis pas superstitieux parce que ça amène de la mauvaise chance, le malheur. Non, c'est pas à cause de ça, c'est seulement que, par exemple, je viens d'être nommé directeur principal invité de l'orchestre de la radio de Cologne, Allemagne. Mais le problème, ça c'est très bien, mais le problème c'est que je dois faire une création chaque fois que je dirige là-bas.
c'est bien parce que j'aime diriger, et c'est-à-dire la direction d'orchestre, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup jouer le piano, mais ça me plaît aussi écrire. Alors je ne serais pas content si je ne pourrais pas écrire la musique ou je ne pourrais pas me présenter en public. Alors ça c'est très important, mais en même temps ça prend beaucoup de pression pour les... Il faut amener de la musique en temps. Par exemple, ici à Beauvais, je devais envoyer la musique pour certains temps, et pour qu'ils avaient le temps de la travailler, de la répéter avant que j'arrive et tout ça. Et toujours, il a cette question de pression. Merci beaucoup.